Bonjour et bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. On est heureux d'accueillir aujourd'hui le philosophe et essayiste Raphaël Antoven, auteur d'un livre intitulé Lettres à un ami arabe, publié aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, Raphaël Antoven, depuis le 7 octobre? Ah, depuis le 7 octobre, quantité de choses. Je me souviens surtout que le 7 octobre, j'avais la chance inouïe de jouer au théâtre. Un petit spectacle que je faisais sur Camus et je jouais tous les soirs du mois d'octobre 2023. Et l'obligation d'aller sur scène pour parler d'Albert Camus, c'est-à-dire pour parler de quelqu'un qui regarde en face les horreurs du monde mais qui n'y trouve aucune raison de baisser les bras, m'a aidé à tenir debout. J'avais cette chance inouïe d'être payé pour aller tous les soirs sur scène parler d'Albert Camus en octobre. Et donc j'ai traversé. Alors, je n'étais pas immunisé contre le 7 octobre parce que j'avais à jouer ça, mais ça m'a aidé à le traverser de façon en gardant la tête haute d'une certaine manière. Et puis ensuite, les représentations se sont espacées. J'ai joué une, deux fois par semaine selon les disponibilités du théâtre. Et là, parce qu'on est allé au-delà des représentations qui étaient prévues, et là, soudain, toute l'amertume, toute la tristesse, tout le chagrin du monde m'est retombé sur les épaules, de façon quasi automatique en fait. Ça a été un calvaire. Ça, c'est comme ça que je l'ai découvert, comme ça que je l'ai vécu au début. Et puis ensuite, il s'est passé quelque chose d'assez comparable à ce que j'ai pu ressentir au moment des attentats enfin, de l'attentat contre Charlie Hebdo, c'est-à-dire une aversion profonde pour les gens qui trouvaient des excuses à ce qui s'était passé le 7 octobre et dont l'attention s'était reportée sur la réplique israélienne plutôt que sur le crime lui-même. Euh, j'entendais l'écho des gens qui, en 2015, faisaient à Charb le procès d'avoir d'avoir offensé le prophète, si vous voulez. C'était pour moi la même engeance. Et à partir de là, bah, j'ai fait comme tout le monde, enfin comme tout le monde. Je suis entré en guerre. En guerre Alors, juste, publique, je parle d'opinion publique ici, naturellement. c'est autre chose. Mais enfin, c'est la guerre quand même. Et puis alors, il y a donc ce livre qui est né finalement pour répondre à cela, finalement, Oui, Lettres à un mais ami le arabe. livre est né, pardon, le livre est né lui-même d'une des désolations du 7 octobre, d'un des effets désolants du 7 octobre, qui a été le révélateur, et je dis bien le révélateur, de l'antisémitisme latent de gens dont je ne pouvais pas imaginer qu'ils étaient antisémites à l'époque où nous étions amis. C'est-à-dire, ce sont des Arabes euh, républicains, apostats, libertins pour la plupart, certains homosexuels, enfin, bon, dont toutes les fibres récusent l'autoritarisme, la haine de l'autre et le dogme, et qui se sont trouvés le 7 octobre basculés dans le camp des soutiens du Hamas. C'est-à-dire que j'ai entendu dire, enfin, que j'ai entendu dire, expliquer qu'Israël était un État génocidaire, que le 7 octobre était justifiable, que sa réplique était inacceptable. Et c'est ce, et c'est cette, et en fait, c'est à la fois la stupeur devant ces prises de position et le constat, enfin comment dire, et la découverte que les gens qui disaient cela n'avaient en vérité pas changé, qui a dicté ces lettres. Voilà, les lettres sont nées de ces deux choses-là. Ouais. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce qui se passe dans leur tête de ces amis-là à ce moment-là? Est-ce que ça veut dire que c'est qui ont des positions, comme vous l'avez dit, extrêmement, disons, progressistes, on va dire, anti, en tout cas, islam. Est-ce Libéral. que c'est libéral, bon? Est-ce que c'est l'antisémitisme finalement qui va dominer, in fine, toute réflexion rationnelle, toute position politique? Alors, oui, alors c'est possible. Mais j'ai tendance, en y réfléchissant, à voir davantage dans cet antisémitisme
un troisième antisémitisme, si vous voulez, c'est-à-dire non plus l'antisémitisme géopolitique des insoumis et de leurs affidés, non pas l'antisémitisme ontologique, ancestral de l'extrême droite, non, là c'est un antisémitisme rédempteur. C'est-à-dire qu'il y a dans la frénésie de haïr, dans la rapidité avec laquelle ces gens-là, au mépris de tout ce qu'ils sont, de tout ce qu'ils pensent, de tout ce qu'ils aiment, se mettent à défendre le Hamas, il y a quelque chose qui est, à mon avis, hein, de l'ordre d'une rédemption et de l'ordre d'une demande d'absolution de la part des gens qu'ils ont offensés. Et d'ailleurs, j'en vois certains basculer dans un antisémitisme objectif et désormais dénoncer telle ou telle chose. Par exemple, dire que être plein de sous-entendus, dire vous avez les pleins pouvoirs, vous contrôlez la presse, vous contrôlez les médias, mon devoir est de vous combattre. Enfin, des choses comme ça. On entend des choses comme ça. Ah, évidemment, ses amis ne sont plus des amis Ben, aujourd'hui. ses amis ne peuvent plus l'être. Non seulement ils ne le sont plus, mais ils ne pourront plus l'être. Et c'est ça qui est terrible dans cette histoire. C'est-à-dire, il faut prendre la mesure de ce que c'est qu'une telle perte, parce que c'est une perte du vivant des individus. Moi, j'ai longtemps cru qu'une brouille, comme dirait l'autre, ce n'était rien, que c'était juste une autre façon de vivre ensemble dans le seul monde qui nous est donné. Eh bien, pas du tout. Il y a des brouilles qui sont définitives parce qu'elles portent sur des sujets trop graves. Et Hmm. c'est le reconnaître est à la fois une défaite. Enfin, comment dire? Le vivre est une défaite, le reconnaître est une nécessité. Est-ce que vous avez perdu aussi, Raphaël Antoven, des amis non musulmans sur le même mode? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais alors là, c'est sûr pour d'autres raisons qui ne sont pas traitées dans les lettres elles-mêmes, mais pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire que j'ai tendance à penser que en démocratie, les lâches sont plus dangereux que les fous. Parce qu'ils sont plus nombreux et que, en somme, les indécis sont la honte de la République, les fanatiques sont la honte de l'islam, mais les seconds ne sont dangereux que quand les premiers sont au pouvoir. Et donc, je me suis fâché avec beaucoup de gens qui, au nom de la mesure et de la pondération, établissaient un rapport d'équivalence entre une organisation terroriste génocidaire et une armée régulière. Il y a des choses qu'on ne peut plus entendre, il y a des choses qui ne sont pas audibles en réalité, et d'ailleurs qui ne sont pas audibles de part et d'autre. Mais le monde est tellement polarisé qu'il faut bien enterrer de temps en temps la possibilité d'un dialogue avec des gens qui tentent d'expliquer la barbarie, avec des gens qui voudraient, par exemple, tenir le 7 octobre pour la conséquence de quoi que ce soit, comme si le fait d'éventrer des femmes enceintes était la conséquence de quoi que ce soit, comme s'il y avait là à chercher une cause, comme si la géopolitique pouvait justifier le massacre et le fait de décimer des familles entières. Je me suis fâché avec les gens, ce que j'appelle les théoristes, c'est-à-dire les gens qui recouvrent de théories le phénomène indigeste dont l'existence les dérange et qui voudraient, à coup d'explication, dissoudre ce phénomène dans un tissu causal où il perdrait tout son relief. Voilà, je me suis fâché avec ces gens-là, et ils étaient très nombreux. On apprécie donc le jeu de mots, si je puis dire, de théoriste à terroriste. Oui, mais je pensais à Il n'y Judith a qu'un Butler air. en disant ça, en fait, hein. Ouais. Pour bien préciser les choses, Judith Butler, en mars, à Pantin, a déclaré qu'il fallait tenir le 7 octobre pour ce que c'était, c'est-à-dire un soulèvement, une révolte légitime. Elle a pas dit légitime, d'ailleurs, mais enfin, tout en elle plaidait pour la chose. Et elle invoquait ensuite 75 ans d'occupation. Et de 75 ans d'occupation, elle faisait une cause si gigantesque qu'elle suffisait à dissoudre la gravité du 7 octobre, que par ailleurs elle remettait en cause en doutant qu'il y ait eu des viols. Mais après, elle est revenue là-dessus. Mais voilà, c'était à elle que je pensais. Hmm. Alors, vous dites, Raphaël Antoven, que depuis le 7 octobre, il y a une autre façon en vous d'être juif. Est-ce que vous pouvez préciser de quelle autre façon il s'agit désormais? Bah, c'est très étrange, si vous voulez, parce que toute ma vie, enfin, le plus souvent, vraiment, hormis quelques traditions familiales qui pouvaient en témoigner, le plus souvent, mon judaïsme, le sentiment de mon judaïsme était consécutif à la détestation arbitraire que ça me valait de la part de gens qui ne me connaissaient pas.
Donc c'est à force d'être détesté pour cette raison que j'ai fini par me sentir un peu juif, si vous voulez. Mais de cette façon, je suis le juif de Sartre, comme bien des gens. C'est-à-dire, je suis le juif intégré, le juif de savoir, français jusqu'au bout des ongles et des yeux, et qui se découvre juif ou doit s'admettre juif par la haine que ça inspire. Or, depuis le 7 octobre, je n'ai jamais fait l'objet d'autant de haine que depuis le 7 octobre. Et pourtant, depuis le 7 octobre, j'éprouve une façon positive d'être juif, une modalité positive du sentiment d'appartenance. Et alors, un jour, je donnais une petite conférence dans la synagogue magnifique des Tournelles. Et un des participants me disait que depuis le 7 octobre, il avait perdu des repères. Et moi, je m'entendais lui répondre que, eh bien, moi, j'en avais gagné. Et je n'ai jamais su si et je ne sais toujours pas si ce gain est un gain ou si au contraire c'est une involution, si le fait de se sentir juif est une valeur ajoutée dans l'existence, ou si c'est tout simplement le fait d'une peur panique, de la peur de disparaître, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je suis bien obligé d'admettre que je crois que c'est Jean Kelevitch qui décrit ça dans un très beau texte qui s'appelle de mémoire, hein, Ressembler, dissembler. Il décrit deux façons d'être juif, une façon négative, sartrienne de l'être, et une façon plus positive d'assumer son identité de juif. Qu'est-ce qu'il y a de Je ne peux pas être positif, plus clair en le disant, ce que vous pardon. avez ressenti, ce que vous avez ressenti de positif? Vous pouvez expliciter cette positivité? C'est un sentiment que j'aurais bien du mal à expliciter, mais que je peux illustrer, par exemple, parce que c'est un sentiment que j'avais éprouvé une première fois quand je m'étais promené dans les rues de Manhattan. Et je vous dis ça au lendemain du 11 septembre, avec le sentiment, de plus en plus faux d'ailleurs aujourd'hui, que je n'y serais pas menacé pour mon judaïsme. Ou bien c'est un sentiment que j'ai éprouvé le jour où je me suis aperçu que j'écrivais sur mes livres, dans les marges de mes livres, où je me suis demandé si c'était pas le geste d'un talmudiste. C'est-à-dire que je suis un juif mécréant, enfin mécréant, je ne sais pas si ça a du sens dans le judaïsme de dire ça, mais je suis un juif non pratiquant. Je suis non pratiquant et d'une certaine manière non juif, puisque ma grand-mère maternelle ne l'était pas. Mais euh, je, le 7 octobre, l'ampleur du 7 octobre, l'intention du 7 octobre, euh, la proximité avec des gens qui avaient été soit menacés ou soit morts, a suscité en moi, plus que du dégoût, plus que de la haine, plus que de la détestation, une forme d'amour, une façon d'aimer, le sentiment par exemple que la disparition d'Israël serait un épisode absolument monstrueux où je perdrais probablement bien des raisons de vivre. Tout ça est nouveau pour moi. Et je suis bien obligé de l'admettre. Je ne peux pas l'expliquer plus clairement. Vous dites que l'antisémitisme a muté, qu'il se vit maintenant comme sympathique. On pourrait Oui, même ajouter qu'il se vit aussi parfois comme moral, hein, puisque Israël étant la force négative par excellence, c'est aussi une façon sympathique, si je puis dire, positive en tout cas, de considérer l'antisémitisme. j'ai une Comment question ça à vous fonctionne? poser. Antoine, pardon, est-ce qu'on a le droit de fumer sur votre chaîne? Oui, oui, bien sûr, tous les Ah, jours. c'est sympa, merci, parce que je ne dérangerai personne en le faisant, donc sauf voilà, des Vous savez, spectateurs. Dites-moi. vous connaissez la blague, hein. Est-ce qu'on peut fumer en étudiant? Non, mais est-ce qu'on peut étudier en fumant? Oui, c'est-à-dire si on est en train de fumer, on peut étudier. Bon, c'est une parenthèse. Alors, en ce qui concerne, oui, en ce qui concerne cet antisémitisme L'antisémitisme. qui a une forme qui se vit maintenant sur le mode sympathique. Donc, Oui, ça veut dire quoi? alors d'abord, euh, je veux dire que parmi les trucs absurdes qu'on a pu lire dans cette séquence, il y a un article de Arié Halimi et Vincent Lemire
sur deux antisémitismes. Un antisémitisme viscéral, profond, ontologique, qui viendrait de l'extrême droite et qu'il faudrait haïr et combattre comme tel, et un antisémitisme contextuel, politique, qui lui mériterait la bienveillance de l'électeur et ne devrait pas le dissuader de voter pour le nouveau Front populaire. Et j'avais été fasciné, si vous voulez, par l'établissement d'une telle nuance, parce que cette nuance était au service d'une minoration du second. C'est-à-dire qu'en gros, bah oui, bien sûr, il y a de l'antisémitisme, on déteste les juifs, mais c'est moins grave, il faut comprendre, et ceux-là, on peut voter pour eux, on peut leur pardonner. Et j'avais été fasciné par cette tribune, mais je veux bien accorder aux auteurs de la tribune que les antisémitismes sont différents. Je dénie la hiérarchie qu'ils établissent en vertu de cette différence, mais en revanche, je veux bien leur accorder une différence d'antisémitisme. Il y a un antisémitisme ancestral qu'on connaît par cœur, euh, qu'il est presque rassurant de retrouver d'une certaine façon. L'autre jour, je lisais comme ça Tartarin de Tarascon à l'un de mes fils, et il y a des pages d'un antisémitisme absolu, d'un antisémitisme à l'ancienne, que je retrouvais presque avec sympathie. Tellement l'autre antisémitisme a pris le pouvoir, et l'autre antisémitisme, c'est un antisémitisme qui ne se vit pas comme un antisémitisme. C'est un antisémitisme qui, s'abritant derrière la différence entre la détestation des Juifs et la critique d'Israël, ne se vit pas comme un antisémitisme. Alors, c'est un antisémitisme. C'est un antisémitisme qui applaudit des étudiants qui excluent des Juifs d'un amphi, qui défilent sous des bannières d'où Israël est complètement effacé, qui chante From the River to the Sea en croyant que c'est du John Lennon, qui applaudissent des étudiants qui se peignent les mains en rouge, qui diffusent des vidéos honteuses où on voit des publicités pour des pizzas four à pierre. Bref, c'est un antisémitisme qui reprend la métaphore soralienne des dragons célestes. C'est un vrai antisémitisme. Mais c'est un antisémitisme dont les deux particularités sont un, qu'il se déploie et qu'il se propage à l'insu de la loi, parce que la loi ne condamne pas le fait de faire des vidéos pour des pizzas four à pierre, sauf que quand on le fait avec la figure d'un juif, eh ben on est d'un antisémitisme virulent. Seulement, dans un état de droit, on ne condamne pas ça. Donc c'est un antisémitisme qui s'abrite derrière la loi, derrière le droit qu'on a de dire ce qu'on veut, mais qui n'en est pas moins virulent. Ce que je veux dire, c'est que la loi nous protège imparfaitement de l'antisémitisme, dans la mesure où peu de gens disent mort aux juifs dans la rue, tout bêtement. Les haines sont plus malignes que ça. Donc il y a d'abord cet aspect-là de ce nouvel antisémitisme, et l'autre aspect, c'est que c'est un antisémitisme qui se vit comme euh, une haine explicable et dictée en réalité par le souci d'un monde plus juste, d'un monde meilleur, voire par du philosémitisme, et qui s'abrite derrière le fait bien commode qu'il s'opposait à l'édition des pamphlets de Céline ou bien à la réédition de Mein Kampf. C'est-à-dire que c'est un antisémitisme qui se présente lui-même comme comme un philosémitisme. Et en cela, il est très difficile à combattre parce qu'il y a des gens qui sont sincèrement convaincus de ne pas être antisémites dans ce camp-là, et à qui il faut d'abord démontrer qu'ils le sont pour ensuite expliquer que c'est pas bien de l'être. Donc c'est un antisémitisme plus délicat à combattre que la haine métaphysique que les nazis nourrissaient pour les juifs. Les nazis étaient officiellement antipathiques. Et là, on a des amis du genre humain, on a des progressistes, on a des gens qui arrachent des affiches d'enfants otages juifs dans la bande de Gaza avec le sentiment de lutter pour un monde meilleur, ou qui se promènent avec les paumes rougies, avec le sentiment, en sachant que ça renvoie à l'éviscération de soldats israéliens à Ramallah en 2000, mais qui le font quand même. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des gens qui se feraient couper la main plutôt que de reconnaître qu'ils sont antisémites et qui n'en sont pas moins, et qui n'en déclarent pas moins qu'ils ne condamnent pas le 7 octobre. Et autrement dit, euh, euh, l'adversité à laquelle on s'affronte est une adversité pétrie de bons sentiments. Et ça Et la puis, rend, d'une certaine manière, inamovible. c'est ça. Vous dites que justement le dialogue est devenu impossible et qu'il faut craindre que ce ne soit pas passager. Ce n'est pas un moment provisoire, dites-vous, mais un écosystème qui s'installe. Écosystème
Pourquoi Oui, écosystème? oui, c'est un écosystème avec ses prédateurs et ses proies. Euh, Pourquoi ce serait pas passager, Parce qu'il n'y a rien de passager dans la détestation des Juifs, que c'est vieux comme le monde et que ça n'est qu'une mutation d'une passion antique qui précède même l'existence du judaïsme d'une certaine manière, puisque le désir d'avoir des boucs émissaires précède probablement l'apparition du judaïsme. Mais donc c'est une passion antique. C'est la souche de toutes les haines, l'antisémitisme. Parce que ce qui est intéressant avec l'antisémitisme, je veux juste dire ça, c'est que c'est une différence que fait Jean Kelevitch. Il pose qu'à la différence du racisme, le racisme se donne l'alibi d'une différence objective pour exercer sa haine. Si vous êtes blanc et que vous n'aimez pas les noirs, vous n'êtes pas très malin, mais d'une certaine manière, votre haine est un peu étayée par le constat d'une différence que vous n'allez pas résoudre, à moins d'être Michael Jackson, si vous voulez. Mais les cas sont rares. Autrement dit, le racisme s'appuie sur l'objectivité d'une différence. Tandis que l'antisémitisme, c'est très différent. L'antisémitisme, comment dire, c'est comme l'homophobie, a du mal à identifier sa proie. Et donc lui prête quantité de traits physiques qui ne résistent pas à l'analyse, le nez crochu, ou bien de caractéristiques historiques, etc., etc. Bref, l'antisémitisme, c'est une haine qui échoue à définir son objet. Et donc, c'est la souche de toute haine. C'est l'aveu que la haine n'a pas besoin de quelque chose de haïssable pour s'épanouir. L'antisémitisme est une haine fondamentale. Donc je ne vois pas que nous sortions de l'antisémitisme ou que nous sortions du moment que nous sommes en train de vivre. L'erreur serait de croire que le moment que nous sommes en train de vivre dépend uniquement de la durée du conflit. D'abord, le conflit durera toujours, et ensuite, je crois que ce moment-là oui, un écosystème dans lequel il faut apprendre à vivre et s'installer avec des réflexes nouveaux. Cela dit, on peut imaginer tout de même qu'à un moment donné, dans l'histoire, les choses basculent, on va dire. Pourquoi ne pas penser, par exemple, que si Israël parvient à briser les forces qui veulent le détruire, ça peut modifier la perception qu'en ont les Occidentaux, en tout cas, que la Je suis pas renaissance du... convaincu, je suis pas convaincu que euh, c'est Nietzsche qui a cette intuition dans la généalogie de la morale. Euh, En démocratie, qu'on le veuille ou non, si vous voulez, in fine, toute faiblesse est perçue comme une vertu et toute force est perçue comme une méchanceté. Toujours. Et donc, de ce point de vue, le Hamas ayant préempté, indûment d'ailleurs, le statut de faible dans cette histoire, il sera toujours nanti d'un tel statut aux yeux des démocrates que nous voulons être. Donc, je ne vois pas que l'opinion change malgré une évidente victoire militaire israélienne, que j'appelle de mes voeux d'ailleurs, c'est tout à fait différent. Comment vous voyez l'avenir des Juifs en France? Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque, quelque chose qui... J'en sais rien. Hmm. J'en sais rien. Comment voulez-vous que je sache une chose pareille? Je m'en rapproche toujours davantage. Euh, on discute toujours plus dans toujours plus d'endroits, plus d'occasions. Et j'aime cette proximité. J'aime discuter avec eux. Je dis eux parce que c'est en qualité de juif qu'ils se rendent au rendez-vous qui me sont donnés. Euh, euh, Comme disait Manuel Valls, la France sans les Juifs, c'est pas la France. Donc je sais ce que je souhaite. Moi, je souhaite que les Juifs restent républicains, ne basculent pas de l'autre côté, ne cèdent pas aux sirènes du Rassemblement national, même si sur la question israélienne, le Rassemblement national met son point d'honneur à dire des choses que les Juifs de France peuvent trouver rassurantes. Voilà, Hmm. je travaille à ça. Voilà, mais l'essentiel de mes conversations porte sur, une fois qu'on a vérifié qu'on était d'accord sur plein de choses, porte sur la porosité de la communauté juive au discours de l'extrême droite aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez réagi à la déclaration du président Macron, selon laquelle Israël était une création des Nations Unies, par exemple? J'ai trouvé ça abject.
Je l'ai dit d'autant plus d'ailleurs que je fais partie de ceux qui ont souvent tendance à défendre Emmanuel Macron, et je le fais avec le sentiment d'ailleurs, non pas parce que c'est Emmanuel Macron, mais parce que j'ai souvent le sentiment qu'il a raison. Mais alors là, vraiment, sur ce coup-là, mais au-delà de cette déclaration, qui est une déclaration honteuse, puisqu'elle laisse entendre qu'une décision de l'ONU est une décision révocable, et qu'elle met Israël dans la main de cette Macédoine qu'on appelle l'ONU. Au-delà de ça, moi, ce qui m'attriste avec Emmanuel Macron dans cette histoire, c'est le fait que, comment dire, c'est un dévoiement de l'en même temps. En 2017, l'en même temps, c'était intelligent, c'était refuser d'être dogmatique, c'était considérer qu'on pouvait se servir des compétences des uns et des autres, c'était préférer les individus aux idées. Il y avait un projet méthodologique en tout cas, qui était intéressant. Et l'en même temps, avec le temps, c'est devenu une sorte de hollandisme où on ménage la chèvre et le chou. Alors par exemple sur Israël, ça donne l'affirmation du soutien indéfectible de la France et du droit d'Israël à se défendre et à exister, une coalition internationale contre le Hamas, et puis la plus belle cérémonie d'hommage qu'on puisse faire aux victimes françaises du 7 octobre, et puis soudain le soutien au Liban quand Israël attaque le Hezbollah, ou bien cette déclaration sur l'ONU, sur le fait que Israël serait né d'une décision révocable de l'ONU, ou bien le fait même de refuser de participer à une manifestation nationale contre l'antisémitisme au motif qu'il ne faut pas attiser les tensions. C'est un dévoiement de l'en même temps. L'en même temps est devenu une sorte de mi-figue, mi-raisin qui consiste à plaire à tout le monde, qui fait 50% du temps aux antisémites et 50% du temps aux juifs. C'est bien dommage de voir ça. Et par ailleurs, la déclaration sur Israël est une déclaration, à mon sens, honteuse, historiquement fausse et particulièrement euh, inadéquate quand il s'agit d'un État dont l'existence est remise en cause chaque fois qu'il bouge d'une oreille, ou bien dont l'existence serait abolie en cas de défaite. Hmm. Raphaël Antoven, alors on l'a compris, hein, vous êtes très pessimiste, vous l'avez dit tout à l'heure. Je cite quelques formules que vous avez utilisées. C'est une illusion de croire qu'un jour on sortira de ce problème ou de cette crise. Je ne vois pas d'issue à la crise que nous traversons. Je reste absolument sans espoir. Ou encore, je refuse d'avoir de l'espoir. Bon, bah, Oui, on sait que les Juifs n'ont pas cessé d'espérer depuis 3500 ans. L'hymne national israélien, c'est la Tikva, l'espérance. Est-ce que c'est pas étranger à la conscience juive que de refuser comme ça l'espérance? l'espoir et l'espérance, c'est pas la même chose, Antoine. D'abord, l'espérance, l'anagramme de l'espérance, c'est la présence. Et ça me va très bien. Ça veut dire que l'espérance, c'est une façon d'être au monde qui est une façon énergique, active. L'espérance ne renvoie pas au calendrier grec. L'espérance, je l'entends pas, moi, comme la promesse de quelque chose. L'espérance, je l'entends plutôt comme une façon concrète d'agir et d'œuvrer dans le sens du meilleur. Euh, si vous prenez les personnages de la peste, par exemple, ils n'ont aucun espoir, ils ne doutent pas que la peste revienne un jour et ils sont pas sûrs de pouvoir la guérir, mais ils mettent les mains dans les bubons. Et pour moi, ça, c'est l'espérance. L'espoir, en revanche, suspend notre bonheur à l'obtention de quelque chose qui ne dépend pas de nous, ce qui me paraît fort imprudent. Donc quand je dis que je refuse d'avoir de l'espoir, c'est que je refuse ce que Sioran appelait lui-même une vertu d'esclave, c'est-à-dire de suspendre ma félicité, mon bonheur ou mon énergie même à une bonne nouvelle, à un bonheur, à quelque chose qui ne dépend pas de moi. Je préfère l'énergie à l'espoir. C'est la figure de Sisyphe. Sisyphe doit pousser un rocher jusqu'au sommet d'une montagne où il est dit que le rocher ne tiendra pas. Si Sisyphe est un homme d'espoir, son espoir est d'atteindre le sommet. Mais l'espoir est toujours déçu puisque le rocher n'y tient pas. Alors que, si Sisyphe est dans l'espérance, ou plus exactement dans l'action, Sisyphe se donne pour seule tâche de pousser le rocher. Peu importe le lieu où il parvient. L'enjeu est de faire ce qu'il a à faire dans le temps dont il dispose. Donc ça n'est pas être désespéré, c'est être énergique que de vivre sans espoir. Vous êtes rendu plusieurs fois en Israël depuis le 7 Oui. octobre.
Comment est-ce que vous avez perçu là-bas la situation? J'en sais rien, j'y suis pas allé suffisamment pour être un baromètre fiable de cette affaire. Ce que je sais, c'est que j'y étais un soir et je devais faire une conférence sur la liberté. Et il se trouve que je venais d'écrire mes lettres, mais je les avais écrites pour moi. Mes lettres à un ami arabe, à peu près. J'avais écrit 8 lettres sur 10. Et je devais faire une conférence sur la liberté et juste avant moi, il y avait un père de famille qui parlait de son fils qui était mort, un membre d'un commando d'élite, mort dans la bande de Gaza, un fils de 24 ans. Et vous entendez ça. Et vous entendez ça. Et après un tel témoignage, vous n'avez pas envie de faire le philosophe, voyez, de commencer à faire des arabesques sur la liberté, des choses comme ça. Et donc j'ai dit, écoutez, je vais plutôt vous lire un truc que j'ai écrit. Et je leur ai lu les lettres. Et c'était un moment merveilleux. Un moment absolument merveilleux, merveilleux par la qualité d'écoute à laquelle j'ai eu droit et qui vraiment honore ce public. C'était l'académie, le collège académique de Netanya, un public francophone, merveilleux public. Et, euh, et, et c'était merveilleux aussi par la qualité des échanges qu'on a eus ensuite. Et tout ça m'a convaincu de publier les lettres. Voilà. Voilà. Pardon de ne pas vous répondre sur Israël en général, je peux vous répondre que sur ce que j'ai vécu. Il se trouve que j'ai vécu un moment chouette. Je suis heureux de le, de le partager en le racontant. Voilà. Voilà, et je rappelle donc le titre de votre livre, Raphaël Antoven, Lettres à un ami arabe aux éditions de l'Observatoire. Merci vraiment beaucoup d'avoir accepté Merci à vous, avec plaisir. de répondre à nos questions et merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.